Abriter une flotte de bateaux des aléas de la mer a toujours été la raison d'être du port du Havre, fondé par François Ier il y a 5 siècles. En cette fin octobre 2023, pour le 30e anniversaire de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, la nature a fait les choses en grand et le bassin Paul Vatine a joué son rôle de Havre à plein. Des dépressions automnales exceptionnelles se sont succédées sur la Manche et l'Atlantique Nord, bouleversant les plans de la direction de course et son souhait de départ commun vers la Martinique. Une partie des 95 équipages qui s'apprêtaient à prendre le départ de la 16e édition de la Route du Café a dû prendre son mal en patience pendant plus d'une semaine avant de gagner le large. Pourtant, jusqu'à la dernière nuit précédant le départ initial prévu le dimanche 29 octobre, l'avant-course s'était déroulée comme dans un rêve. C'est parti pour cette nouvelle édition de la Transat Jacques Vabre. C'est parti pour la célébration du 30e anniversaire de la Transat Jacques Vabre. C'est parti pour une grande fête populaire, pour une compétition sportive exceptionnelle. C'est parti. Les vacances de la Toussaint battent leur plein dans une ambiance humide mais chaleureuse. La foule profite de chaque éclaircie pour s'offrir un peu de rêve, alors que les équipages peaufinent leurs engins et que les visites de bateaux se multiplient à 10 jours du départ. Pour marquer cette date anniversaire, 30 ans après la première édition remportée par Paul Vatine en 1993, la mairie du Havre a inauguré la promenade des vainqueurs, une déambulation sur les quais matérialisée par des plaques au nom des 67 gagnants des 15 premières éditions de l'épreuve. Nombre d'entre eux sont encore au départ cette année. Roland Jourdain, Erwan Leroux, Sébastien Rogue et Yann Eliès ont été rejoints pour cette inauguration par certains des plus talentueux de la voile française. La Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre est devenue incontournable dans le cœur des marins, tant sa singularité, la navigation en double, la rend attractive. Sur la Transat, on est sur un format double qui a toujours tendance à resserrer les écarts, donc à rendre la chose, le plateau plus homogène. En solitaire, l'exercice est un peu plus compliqué, de trouver les bons moments, les bons curseurs, etc. C'est toujours un peu plus dur. Donc le fait que ce soit une saison double et une Transat en double, déjà de fait, ça resserre le jeu. C'est un super format, moi j'aime bien le double parce que c'est proche du solitaire, mais c'est quand même avec les avantages de l'équipage et le confort de l'équipage. C'est un exercice que j'adore, ça permet de naviguer avec d'autres personnes, on passe quand même beaucoup de saisons à faire des événements en solitaire et du coup de partager des bons moments de course au large à deux, c'est quand même plus marrant, surtout quand on est aussi bien accompagné. Et donc de pouvoir partager ça, de pouvoir tirer sur le bateau à presque 100%, ça apporte vraiment une vraie satisfaction. La navigation en double, elle est, je pense, assez intéressante parce qu'on peut aller assez loin en termes de performance et d'utilisation du bateau. Et en même temps, il faut rester assez lucide pour réussir à continuer à échanger, mais pas avec soi-même, avec l'autre, quoi. Et des fois, avec la fatigue, ça peut être un peu plus dur. Au-delà d'être deux marins professionnels qui naviguent ensemble, il y a une histoire amicale aussi autour de ça, donc c'est assez sympa. La Jacques Vabre, c'est l'ouverture à l'eau. Le bassin Paul Vatine, du nom du premier double vainqueur havrais disparu en mer lors de l'édition 1998, est un lieu magique. Il permet pendant 10 jours à des dizaines de milliers de spectateurs venus du Havre, de Normandie et de la France entière de découvrir, de s'initier, de prendre la mesure de ces engins extraordinaires que sont devenus les bateaux de course et de plonger un peu plus dans l'aventure qui attend les 95 concurrents.
Parmi tous ces skippers, Félix de Navassel, qui accompagne Tanguy le Turquet sur l'IMOCA Lazare, est un lointain descendant d'un marin ayant introduit le café en Martinique. Il aura donc pour mission de transporter un plant de café vers les Antilles. Et là, on s'adresse vraiment à un descendant de Gabriel de Clieux, donc qui a amené en 1721 le premier plant de café en Martinique. Il a planté dans sa propriété au prêcheur et ensuite la production de café s'est propagée en Martinique pour ensuite aller sur toutes les Antilles françaises et en Amérique latine. Allez, Max, prends-le. C'est le clin d'œil, je dirais, historique entre un Gabriel de Clieux qui, effectivement, au XVIIIe siècle, amenait ses plants de café et un arrière petit enfant, on va dire, de cet ancêtre qui, aujourd'hui, part comme co-skipper sur Lazare. Et c'est vrai que c'est quand même extraordinaire de se dire que l'histoire ne bégait pas, mais elle se poursuit. Lazare, du café, des amis, what else? Voilà. 95 bateaux sont au départ de cette route du café. Ils sont répartis en 4 catégories, 2 en monocoque, 2 en multicoque. 5 trimarans géants composent la catégorie ultime. Longs de 32 mètres sur 23 de large, ces multicoques volants sont capables de porter plus de 600 mètres carrés de voile pour filer à près de 80 km/h sur l'eau. Les duos de marins sont tous aguerris, les bateaux désormais optimisés et très proches en performance. Le match s'annonce particulièrement disputé entre Edmond de Rothschild, dominateur ces 2 dernières saisons, et ses rivaux qui ont aiguisé leurs atouts avec Banque Populaire et SVR Lazartigue particulièrement affûtés, et Sodebo et Actual en embuscade. Plus rapides que les autres catégories de bateaux, les ultimes ont le parcours le plus long de la course. Ils devront virer 2 îles au cœur de l'Atlantique Sud avant de rallier la Martinique. Les petits trimarans baptisés Ocean 50 sont des multicoques de 15 mètres de long sur 15 de large avec un mât de 23 mètres. Ces bateaux sont souvent comparés à des kartings des mers pour leur légèreté et leur puissance. Ils seront 6 duos au départ de cette Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Après avoir beaucoup navigué cette saison, les marins sont rodés et la classe présente un potentiel explosif. Les IMOCA sont des bateaux de 18 mètres conçus pour affronter les mers du monde. Les plus récents sont dotés de grands appendices, les foils, qui leur permettent de voler au-dessus des flots pour atteindre des vitesses hallucinantes pour des monocoques. Pour la première fois de l'histoire de la catégorie, 40 concurrents sont au départ. Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, Jérémy Bayou et Franck Camas, Sam Goodchild et Antoine Coche sont les favoris des parieurs. Il manque dans ce tiercé le tout nouveau Massif, car c'est le premier coup de théâtre de cette édition. Charlie Dalin, l'enfant du Havre et potentiel vainqueur, doit renoncer à 3 jours du départ pour des raisons médicales. C'est la catégorie la plus représentée, celle des classes 40, qui regroupe les bateaux de 12 mètres. 44 duos de professionnels et d'amateurs s'alignent sur la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Sportivement, une dizaine d'équipes sont en mesure de s'imposer. Ces marins expérimentés, à la barre de bateaux puissants, s'attendent à une régate dure et passionnante. Alors que toutes les équipes surveillent la météo depuis plusieurs jours, la situation de la première semaine de mer se précise. Il faudra affronter une dépression très creuse et violente au moment de quitter la Manche, de traverser le golfe de Gascogne et de mettre le cap au sud. Une situation exceptionnellement dangereuse pour les bateaux les plus lents qui n'auront pas le temps de devancer ce système tempétueux et seront en grand danger si proches des côtes. Samedi matin, Francis Le Goff, le directeur de course, annonce au briefing des skippers que si les départs sont maintenus le dimanche, la Transat se fera avec une escale pour les bateaux les plus lents. Les classes 40 devront rallier en course le port de Lorient pour se mettre à l'abri le temps de laisser passer les grosses dépressions. Je vous souhaite une excellente course à tous. Sage Francis, hein? C'est l'ange gardien de nous tous.
C'était trop risqué, il y aurait eu beaucoup de casse et puis même c'était trop dangereux. Donc comme ça, au moins tous les concurrents sont obligés de s'arrêter à Lorient et personne ne va aller prendre de risques. Donc 2 courses en fait, une première course vers Lorient, on s'arrête à Lorient et puis ensuite on repartira peut-être avec une modification de parcours pour que les écarts soient pas trop importants avec les autres classes. Dimanche matin, alors que les marins sont déjà prêts à quitter les pontons et à prendre la mer, la direction de course, après une nuit de travail, a changé ses plans, car la situation météo annoncée se dégrade encore. Cette dépression s'est encore creusée, ça s'est encore renforcé en termes de vent et de vagues au cap Finistère. Il y a beaucoup de doutes pour qu'une grosse partie de la flotte ne puisse pas passer ce cap Finistère. Et d'une autre part, pour ceux qui pouvaient y arriver parce qu'ils sont très rapides, une casse à cet endroit-là avec les conditions qui arrivaient juste derrière 6 heures après, c'était pas du tout confortable, c'était même dangereux. Donc voilà, c'est ça qui a motivé ma décision. Les Ocean 50 iront donc à Lorient pour une première étape très courte, tout comme les classes 40. Maintenant, à nous de s'adapter, d'accepter de faire, non pas partir pour 15 jours, mais pour 24 heures. Et de passer un certain temps à terre sans savoir quand on repart. Donc c'est une nouvelle expérience, comme quoi la Transjacques Vabre, c'est une édition, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Voilà, celle-ci, on en reposera comme étant unique. Tandis que les classes 40, les Ocean 50, les ultimes quittent le port, les IMOCA resteront à quai au Havre, car l'ensemble de la flotte ne pourra pas éviter la tempête et aucun port de la façade atlantique n'est en mesure d'accueillir 40 bateaux à foil de 18 mètres pour organiser une traversée en 2 étapes. Ça ne sert à rien d'aller au carton pour montrer qu'on est les plus forts du monde et d'avoir des élitreillages ou des bateaux cassés ou des choses comme ça. Donc je pense que la direction de course prend une sage décision. Ouais. Après un dernier grain sur le Havre, le ciel s'ouvre et offre une lumière parfaite pour saluer le départ des ultimes, les seuls au parcours inchangé vers Fort-de-France. Les 5 trimarans font route directe vers le large, objectif raser le Cotentin, quitter la Manche dans la nuit et foncer vers l'Espagne au plus court pour passer devant la tempête Ciaran qui avance à grands pas vers les côtes françaises. Leur vélocité est éclatante dans cette mer formée, le terrain de jeu est immense, la vitesse monte, 30 à 35 nœuds, ils sont partis pour 12 000 km en 2 semaines de mer. François Gabard et Tom Laperche prennent le meilleur départ sur SVR Lazartigue. Un quart d'heure plus tard, c'est la deuxième flotte de multicoques qui prend le départ. Pour les Ocean 50, les conditions sont aussi propices à des pointes de vitesse, mais plus bas sur l'eau, il leur faut escalader chaque vague. C'est un sprint sur une piste cabossée qui les attend jusqu'à Lorient. Moins de 24 heures de course pour cette première étape, avec un grand nombre d'obstacles à négocier. Le trafic maritime dans la Manche, de forts coefficients de marée qui entraînent des courants violents le long de la Bretagne Nord, des îles anglo-normandes puis bretonnes à slalomer et un niveau d'engagement à doser rapidement pour ne pas se laisser décrocher par les adversaires. À ce jeu-là, Solidaire en peloton, piloté par Quentin Vlaminck et Thibaut Vauchel-Camus, est le plus efficace pour optimiser les trajectoires. Le vent a encore forci pour le dernier départ de la journée. 25 nœuds réguliers avec des rafales à plus de 30 nœuds. Les 44 classes 40 se lancent dans une mer formée. Le spectacle est grandiose.
Les concurrents sont partis pour 2 jours de régate acharnée. Alors, il était comment ce départ? Il était joli. On va dire qu'on s'en souviendra. Voilà, ça fait, je sais pas, une petite heure qu'on est en course, même pas. Et on vient de passer la dernière marque du parcours côtier. On n'est pas passé sous les 28 nœuds. Et voilà, il y a toujours au-dessus de 30 nœuds de vent. Pour les petits multicoques, le Tour de la Bretagne est aussi effectué à très haute vitesse dans du vent fort. Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck sont les premiers à rallier Lorient lundi matin, après un peu plus de 20 heures de navigation. Un galop d'essai parfait pour la confiance, avant de rentrer au chaud, pour laisser passer l'orage. 45 minutes plus tard, Luc Berry et Antoine Joubert, les nouveaux venus dans la classe, se rassurent. Les 6 petits trimarans se tiennent en moins de 4 heures, aucun écart rédhibitoire avant une prochaine traversée vers la Martinique. En classe 40, les conditions sont rudes et la première nuit est violente. Gros temps et mer formée maltraitent les équipages. Vers 1 h du matin, on apprend le dématage de Crédit Mutuel, le bateau de Yann Lipinski et Antoine Carpentier. Ambrogio Beccaria sur Alagrande se joue des renverses de courant et des vents violents, ne quitte pas la tête pendant tout le Tour de la Bretagne. Il arrive en tête à Lorient après 34 heures de mer. Xavier Macaire est deuxième. Les 10 premiers se tiennent en 2 heures. L'attente d'un nouveau départ commence. Elle durera 8 jours. La sortie de la Manche s'est déroulée en une demi-journée pour les ultimes malgré le vent de face. Les équipages ont enchaîné les manœuvres pour se frayer un chemin dans une mer formée et dangereuse. Chaque virement est long et demande un gros effort physique pour avaler des kilomètres de bout. Le vent souffle encore très fort et les trimarans sont sous-toilés pour ne pas se faire surprendre par les risées. Le pilotage et la gestion du vol de leurs trimarans accaparent les marins. Après les hautes vitesses, le trio de tête s'apprête à passer une zone de vent calme et franchir les îles de Madère. C'est le moment choisi par Armel Lecléache et Sébastien Josse, secondés à terre par Marcel Van Triest pour le routage météo, de tenter un grand décalage vers l'ouest. Une trajectoire osée, car coûteuse physiquement en virement de bord. Inspection du soir, au passage de Madère et de Porto Santo. Ambiance toujours calme. Il y a eu 2 options cette nuit. Van Pop qui est passé au nord de Madère. Et nous, pour éviter le dévent. Et puis, nous, dessous, en espérant que le dévent se passe bien. Et pour l'instant, on ne touche plus le vent. On reste dans le vieux vent et lui a touché un vent. C'est un moment clé de la course. Banque Populaire prend la tête pour la première fois. SVR et Edmond de Rothschild suivent en traversant l'archipel. Sodebo et Actual sont décrochés. Sur ce très long bord de portant, Armel Lecléache et Sébastien Josse font le break grâce à une meilleure vitesse et une trajectoire optimisée. Le franchissement du poteau noir, cette zone piégeuse, est une formalité pour Banque Populaire. Le trimaran bleu prend de la marge avant de passer la marque de Sao Paulo et San Pedro au large du Brésil. Charles Caudrelier, Erwan Israël et François Gabard, Tom Laperche s'accrochent et se disputent la 2e place. Toujours pas beaucoup de vent. On attend un tout petit peu plus d'air. Et là, hop là, il y a Gitana qui est juste là. Thomas Coville et Thomas Rouxel sont loin derrière. Les conditions météo sont moins favorables, la course est partie par devant. On apprendra à l'arrivée que leur safran tribord est endommagé depuis l'entrée du poteau noir.
Le poteau noir, ça devait être facile à passer. Eh ben, il n'en a rien été. Il est resté fidèle à sa légende, en tous les cas pour nous. Il a été plus magnanime pour certains, mais bon, c'est la loterie du poteau noir. Depuis quelques heures, on est dans l'hémisphère sud. Direction l'île de l'Ascension, on a un grand bord de prêt à effectuer là, d'environ 3 jours. Et ensuite, ce sera un grand bord de Porton vers la Martinique. Mais ce long bord face au vent est nettement favorable à la paire Gabard-Laperche. SVR recolle grâce à une bonne capacité à remonter au vent et à faire du cap. Gabard et Laperche effacent leur retard de près de 100 000 en quelques heures. Le retour en fanfare à la première place est un puissant euphorisant sur le moral des compétiteurs. On est au vent de l'île de l'Ascension, ça y est. En tête. Presque passé, le Génac qui est très envoyé. Regardez comme c'est beau. Allez, maintenant c'est Génac et à fond la caisse. En tête, à la dernière marque de parcours, Gabard-Laperche se lance dans une très longue traversée de l'Atlantique au portant, près de 5000 km, avec une toute petite marge d'avance. Banque Populaire est deuxième, Edmond de Rothschild troisième. Ils vont croiser le reste de la flotte. Alors on est en train de croiser SVR là. Ah, petit copain qui ont déjà passé l'ascension. Voilà, on va regarder ça. Bob doit pas être très loin derrière. Banque Populaire retrouve une allure de vente arrière à laquelle il est plus performant. Armel Lecléache et Sébastien Josse avaient déjà trouvé le réglage optimal à Madère. Ils le ressortent dans la descente le long de l'Amérique du Sud. Se relaient à la barre toutes les 2 heures, jouant magnifiquement avec leur trajectoire. Ils volent sur l'eau, surfent sur les risées du Grand Art. Débordé par la puissance de Banque Populaire qui flirte avec les 40 nœuds, SVR reprend sa deuxième place mais n'est plus menacé par Edmond de Rothschild car une casse mécanique du système de barre et un foil endommagé empêchent le trimaran de Charles Caudrelier de rivaliser. Banque Populaire s'est envolée en deuxième place, SVR n'est plus menacé. Edmond de Rothschild défend lui sa troisième place face au retour de Sodebo. Actual ferme la marche. Et on peut enlever la tirette. Et on y est là. Attention, passage de la ligne. Stop. Dimanche 12 novembre au soir, après 14 jours et 10 heures d'une régate intense, Armel Lecléache et Sébastien Josse remportent la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre dans la catégorie ultime pour leur première course disputée ensemble et après avoir parcouru 9 623 milles à la vitesse moyenne de 26 nœuds. Armel Lecléache, Sébastien Josse. C'est une grande joie parce que ça fait longtemps qu'avec Banque Populaire, on venait pour chercher une grande victoire. Il y a eu une route du Rhum difficile l'année dernière, faut pas l'oublier, quand même il y a 1 an, on avait fait demi-tour, on avait réparé, on avait remis une dérive. Voilà, c'était toute notre histoire. Et là, cette année, voilà, on a travaillé dans l'ombre un peu, mais on est revenu plus fort et on l'a montré sur l'eau, c'est génial. François Gabard et Tom Laperche atteignent la Martinique avec 4h51 de retard sur Armel Lecléache et Sébastien Josse. Deux jours plus tard, Charles Caudrelier et Erwan Israël sont troisièmes. Après une semaine d'attente pour laisser passer les tempêtes, la première des catégories à reprendre la mer est celle des Ocean 50. À Lorient, le lundi 6 novembre, c'est un vent du sud-ouest de 20 nœuds qui souffle et cueille les bateaux au moment de s'élancer, enfin, pour la grande course vers Fort-de-France. C'est Pierre Quiroga et Ronan Tressard sur Viabilis qui prennent le meilleur départ. Les conditions à venir sont assez scabreuses, mais l'objectif pour les Ocean 50 est de sortir au plus vite du golfe de Gascogne pour éviter une dépression qui arrive.
Les trimarans devront virer une marque au large du Cap-Vert avant de traverser vers Fort-de-France pour un parcours d'environ 7800 km. Lundi soir, le tempo est comme sur la première étape donnée par Solidaire en peloton. Sébastien Rogue et Jean-Baptiste Gelé suivent la cadence élevée sur Primonial. Voilà. Dans la nuit, alors que le trimaran Le Rire Médecin navigue dans 20 à 25 nœuds de vent du nord-ouest, le flotteur se brise et entraîne la chute du mât. L'équipage est sauf et secouru dans les heures suivantes. Puis c'est Primonial qui connaît une avarie majeure de flotteur, toujours dans cette même zone à proximité des côtes de la Galice. 4 mètres de coque sont arrachés de l'avant jusqu'au foil. Fort heureusement, le mât ne tombe pas et l'équipage peut tenter de trouver par ses propres moyens un abri dans un port espagnol. Quelques heures plus tard, la série continue avec Cohesio. Erwan Leroux et Audrey Augereau ont repéré lors d'une inspection la délamination de leur bras de liaison avant. La structure se décompose, usée par les coups de boutoir de la mer, à un endroit de la plateforme où les contraintes physiques sont énormes. Le duo se déroute vers la terre et abandonnera quelques jours plus tard. En une nuit, la flotte a été réduite de moitié. Un front, avec des grains de 35 à 40 nœuds et une mer croisée, ont amputé la catégorie de 3 sérieux prétendants à la victoire. Luc, Antoine, Chibé, Seb, là, c'est vraiment un peu chouette. Bon, allez les copains, on pense à vous. Et nous, on espère gagner en conditions plus confort. Pour Solidaire en peloton, l'horizon s'éclaircit après ce passage de front initial et la cadence s'apaise. Il s'agit désormais de rester concentré sur la situation météo et de contrôler 2 adversaires, Viabilis et Réalité, qui sont rentrés plus prudemment dans cette régate et ont laissé le trimaran bleu s'envoler. Solidaire en peloton compte 70 000 d'avance et fait route vers le Cap-Vert avec Madère et les Canaries sur le chemin. Le long de l'Afrique, Réalité, le trimaran de Fabrice Caillerc, Émeric Chapelier réussit une bonne opération. Il double Viabilis en allant chercher de l'air plus fort le long du Maroc. Le beau temps arrive, ça glisse. Ah ouais, ça glisse fort là, c'est un vrai plaisir, une belle houle bien longue comme on les aime. Dans des alizés modérés, soufflant de 16 à 18 nœuds, Solidaire en peloton file à des vitesses de 20 à 25 nœuds au vent arrière. Les écarts sont conséquents, plus de 120 000 séparent désormais le leader de ses poursuivants. Le Cap-Vert est passé dans la nuit du 11 novembre. C'est le début d'un long surf au portant dans l'Alizé vers Fort-de-France. Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck ne font aucune erreur et s'en donnent à cœur joie. Le coup de la portière, on s'ambiance déjà comme si on y était. La première place est inaccessible, mais Fabrice Caillerc et Émeric Chapelier réussissent une superbe première transat pour ce nouveau bateau, en défendant parfaitement leur 2e position jusqu'au bout. Ronan Tressard et Pierre Quiroga sont 3e et le resteront, ravis de leur découverte eux aussi de ce support sur une si longue période. Ça va très très vite et du coup à l'intérieur ça secoue donc pas possible de dormir pour le moment. Et voilà, les conditions sont incroyables, le trimaran est juste dingue dans ces conditions. Ça fait un peu peur quand même. Dans la soirée du 17 novembre et sous une pluie tropicale battante, après 11 jours et 11 heures de mer, Solidaire en peloton s'impose après une course parfaite, plus de 5000 milles parcourus à presque 20 nœuds de moyenne.
C'est un sentiment d'un job bien fait, dans des belles conditions, avec un bon bateau, avec un super binôme. Et puis, on va dire, toute cette cavalcade depuis plusieurs années où on courait après et enfin on l'a, quoi. 11 heures plus tard, Fabrice Caillère et Émeric Chapelier terminent deuxième. Enfin, Pierre Quiroga et Ronan Tressard complètent le podium le jour suivant. Le mardi 7 novembre à 9h30, après 8 jours d'attente au Havre, la fenêtre s'est enfin ouverte en grand pour libérer les 40 monocoques de 18 mètres qui bouillaient d'impatience de partir à l'assaut d'une nouvelle Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Cap sur la Martinique, enfin. Yes, enfin, on y est. Et c'est le temps, hein. Ça y est, quoi, c'est parti. C'est parti pour la Transat Jacques Vabre 2023. Du vent de face, du soleil, une mer dégagée qui va se creuser, une situation météo musclée et complexe à franchir à la sortie de la Manche. Voilà le programme. Dans cette flotte impressionnante et jamais vue sur un départ de course, les foilers sont les plus rapides. Ce sont des bateaux qui volent grâce à leurs appendices. Parmi ces bateaux les plus récents, Fort People, mené par l'équipage tenant du titre Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Charal, barré par Jérémy Bayou et Franck Camas. Paprec Arkea de Johan Richaume et Yann Eliès sont les favoris. Et comme prévu, ce sont eux qui donnent rapidement un tempo très élevé. Derrière, beaucoup d'outsiders qui tenteront de suivre le rythme exploiteront chaque occasion de performer avec aussi le souci de ménager leur bateau pour rallier l'arrivée à Fort-de-France, car tous ont un programme sportif très chargé. Parmi ces 40 IMOCA, on retrouve des bateaux plus anciens et moins rapides. Ils ne volent pas car ne sont pas munis de foils, mais de dérive droite. Là aussi, le match sera très indécis avec des équipages aguerris. Bon départ, hein, c'était chaud, tonique, mais écoute, bon départ au près. Ça a tiré des barres le long de la côte bretonne maintenant et après passage de front pour aller dans le sud. Voilà, engagé tout ça. Après 36 heures très violentes en Manche et dans le golfe de Gascogne, avec un flux de nord-ouest dans une mer formée, les équipages accusent le coup. Les avaries sont nombreuses. 8 bateaux ont rebroussé chemin pour réparer, voire abandonner. La flotte s'étire considérablement. Le trio de tête maintient une cadence infernale. Ça fait du bien aussi quand le vent redescend un peu, même si on est au près et même si la météo devant est loin d'être facile à gérer. Voilà, je sais pas encore, on n'a pas encore la solution avec Momo. On va regarder aussi ce que font les petits copains. Nos petits camarades, ils doivent être vers là. C'est-à-dire vers l'arrière du bateau, et ça c'est bien. Mais le vrai problème, c'est ce qui se passe devant nous, avec une situation météo très compliquée, des choix à faire aujourd'hui, au moins ce soir, entre les Açores à notre droite, les Canaries à notre gauche. Et on ne sait pas comment aller en Martinique, par quel chemin. C'est un casse-tête sur lequel l'ensemble des concurrents s'épuise depuis plusieurs jours. Je suis en train de poser quelques questions parce que la situation est vraiment pas simple. Il a un gros système anticyclonique ici et c'est très très difficile à passer. Donc ce que nous on est en train d'imaginer de faire, c'est de passer le petit coin ici avant de
descendre à travers les îles de Canaries et ensuite faire le sud jusqu'au Martinique. Et l'autre option, c'est beaucoup plus engagé. L'option nord, il part avec l'idée de faire du travers et du travers et du près jusqu'ici, jusqu'à un rendez-vous avec une très très grosse dépression qui est sacrément méchant avant de descendre jusqu'ici. L'avantage de la route nord, c'est qu'elle est plus courte et du coup, elle donne vraiment envie d'y aller. Maintenant, la route sud, elle est plus longue, mais elle est aussi plus praticable. Alors que les premiers procrastinent et repoussent leur choix, Teamwork et Groupe Dubreuil sont les premiers foilers à s'engager sur la route directe, semant le doute dans toutes les têtes. Les premiers dériveurs, Monoyeur et Fives Lantana, partent eux aussi à l'ouest. Les foilers récents ont choisi eux de faire de la vitesse sur l'autoroute du Sud, quitte à faire plus de distance. Et ils alternent les positionnements sur le terrain de jeu, entre placements stratégiques à long terme, optimisation des oscillations du vent, passage des îles Canaries et de leurs pièges, et tactique pour contrôler ses adversaires directs. Bien content de là où on est. Allez, ça déboule le long des Canaries là. Après un début de course parfait, Charal perd une arme dans son jeu. Pour avancer un peu plus vite pour nous, malheureusement, on n'a plus notre voile principale de portant. Notre Masted 0 qui est inutilisable depuis maintenant 2 ou 3 jours. On est bien handicapé en termes de vitesse. Petit à petit, impuissant, Charal perd du terrain sur Paprec-Arkea et Fort People et se retrouve menacé par le groupe des poursuivants composé d'Initiative Cœur, Malaysia et Force de Planète. Sur la trace la plus directe, à plus de 1500 km au nord, Groupe Dubreuil est décroché car il a déchiré sa grand voile. Julien Villon et Justine Métro poursuivent seuls leur chemin de croix et affrontent 3 dépressions successives, avançant face au vent. Le bateau est inconfortable, mais le suspense est entier, car les routages continuent d'y voir la voie gagnante. Pendant 4 jours, c'est Teamwork qui figure en tête des classements, mais la traversée de l'Atlantique est longue. Jamais. Jamais tu resteras. Jamais. Voilà, on est dans la dépression que nous on appelle la dépression 3. La dernière qu'on a passée, normalement dans 4 heures à peu près, on va pouvoir virer et partir vers le sud. Sur cette même route escarpée, mais plus en retrait, premier de la flotte des dériveurs, Benjamin Ferré et Pierre Leroy se livrent à un beau duel avec Louis Duc et Rémi Aubrin. Au sud, dans des alizés instables, à bord des 2 bateaux les plus récents de la flotte, les pères Richaud-Méliès et Ruyant-Lagravière s'offrent un grand match. Le niveau de compétition est énorme. Les marins puisent dans leurs réserves pour mener leur bateau à plus de 20 nœuds de moyenne, malgré des flux de vent modérés. Derrière eux, Charal est repris par Sam Goodchild et Antoine Coche, revenus comme des balles pour le sprint final, à bord de Force de Planète. En deuxième rideau, le groupe de chasse comprend Initiative Cœur, Malaysia, à la bagarre avec l'Occitane en Provence et VNB Montbana Mayenne. Dans les alizés, les routes se croisent souvent, les empannages s'enchaînent pour utiliser chaque variation d'angle du vent. Personne n'abdique. Thomas Ruyant et Morgan Lagravière impressionnent par leur constance et ne lâchent plus la première place, accentuant même leur avance, mètre après mètre. L'option de la route nord a vécu. Une zone de calme et un système d'accroche de grands voiles défaillant ont contraint Teamwork à ralentir pendant plusieurs heures pour réparer. La victoire ne peut plus échapper aux sudistes. Tout le monde a tout de même les yeux rivés sur ces croisements à venir au large de la Martinique, car Justine Métro et Julien Villon devraient pouvoir arracher une place dans les 10 premiers.
Le 19 novembre, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière remportent la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre dans la catégorie IMOCA après 11 jours de mer. Il rentre dans l'histoire de la course en devenant le premier duo à conserver son titre dans la même catégorie. Voilà, c'était pas simple de la gagner une fois. Et ouais, de la regagner 2 fois avec toi, c'était encore un super moment. Et il n'y a pas de... Voilà, je ne pouvais pas avoir mieux pour m'accompagner. C'est des bateaux qui sont complexes, il y a beaucoup de leviers, plein de choses à faire marcher. Et je pense que Morgan est vraiment la personne idéale pour ça, en plus d'être mon pote. Au petit matin, Paprec Arkea passe la ligne d'arrivée avec 4 heures de retard sur le vainqueur. Mais seulement 10 minutes d'avance sur le troisième, Sam Goodchild, associé à l'architecte Antoine Coche, qui a conçu les 2 bateaux qui le devancent sur le podium. 17 minutes seulement séparent Charal et Initiative Cœur après un sprint depuis le Rocher du Diamant. Justine Métro et Julien Villon prennent finalement la 6e place au cœur du peloton de tête après une option pleine de panache prise à 8 jours de l'arrivée et souffle sa place à Malaysia sur la ligne pour 1 minute seulement. Teamwork termine avec 11 heures de retard sur 4People. Benjamin Ferré et Pierre Leroy sont 13e et premier bateau à dérive. Le lundi 6 novembre, 40 classe 40, ces petits monocoques de 12 mètres s'élancent depuis Lorient, au pré, dans une bonne brise, après une semaine de patience. La première manche a été dominée par la Grande Pirelli d'Ambrogio Beccaria et Nicolas Andrieux, devant le groupe SNEF de Xavier Macaire et Pierre Leboucher. Des bateaux abîmés entre Le Havre et Lorient et n'ayant pas terminé la première manche ont pu être réparés et prennent aussi le départ, mais ont écopé d'une lourde pénalité de temps. C'est le cas de Crédit Mutuel. Sur la ligne, le match est tout de suite lancé, la compétition sera rude et il faut attaquer pied au plancher. 3500 milles devant les étraves, une île, Porto Santo à Madère, a laissé à tribord avant de rejoindre Fort-de-France au terme de 18 à 20 jours de régate. « 48 heures de vent de face pour quitter le golfe de Gascogne. 2 jours musclés avec 2 passages de front dépressionnaires. Les marins sont bousculés d'entrée, avec tout de suite un groupe de tête qui impose une vitesse soutenue. C'était bien sauvage quand même. Mais voilà, on est content de notre position derrière l'inévitable italien qui a pris un rythme très élevé, mais il est pas loin. Il est à l'attaque. Allez, direction le Cap Finisterre. Stasera Cap Finisterre. Speriamo di passarlo bene, che è un momento molto importante per la regata. E andiamo a studiare un po' il meteo perché è un bel casino. Dès les premiers jours, la flotte s'étire, une grosse vingtaine de concurrents se détachent et choisit de raser les côtes espagnoles pour se protéger de la mer forte. La meute régate à vue et tente en latéral de trouver la meilleure voie pour avancer vers le sud. Ah, on s'est fait secouer quand même là depuis le début. Ah ouais, c'est clair qu'on a eu deux nuits dantesques, on va dire. On essaye d'attraper le vent en même temps que les premiers, là c'est dur. Ça va s'étirer je pense la flotte. Et on s'accroche. Au large de Gibraltar, la tête connaît une première accalmie. Le temps de reprendre ses esprits après une entame intense. On est dans la pétanque, mais on est content, on recommence un peu à manger et à vivre. C'est une bonne nouvelle. Un moment de répit savouré par toute la flotte qui descend le long des côtes portugaises. Les filles d'Engie, DFDS, Brittany Ferries du projet Cap pour elle régatent au cœur du deuxième peloton
avec Google Chrome, le bateau qui associe un skipper professionnel, Kieran Le Borgne, à Basile Buisson, le vainqueur d'une sélection de joueurs de Virtual Regatta. Tandis qu'à bord de Martinique Tchalian, Jean-Yves Aglaé et Hervé Jean-Marie, qui vivent leur première transat, en profitent pour monter en tête de mât. Le bateau, il est là. Dans la descente vers Madère, l'écrémage en tête continue. Seuls les Cadors tiennent le rythme imposé par la doublette italienne Deepside à la Grande Pirelli, particulièrement à Lorez. Il faut descendre encore pour trouver des alizés suffisamment établis entre Canaries et Cap-Vert afin de se lancer dans la traversée de l'Atlantique. Pour autant, la situation météo rend les marins perplexes. On a tranché pour la route nord qui est plus fiable au début en tout cas. La route sud, tu veux dire? La route sud, pardon, qui est plus fiable au début et puis on verra si on se recale vers le nord dans 3-4 jours. Ouais. Mais pas simple à choisir. Très content que les petits copains ils nous accompagnent. Ouais, c'est clair, on a les copains qui suivent derrière et c'est un peu rassurant de se dire qu'on est tous dans la même option, de ne pas être tout seul dans notre coin. Mais cette course au sud n'est plus si évidente dans les routages et les fichiers météo des concurrents. C'est l'heure des choix et la flotte se scinde entre une option nord et une route sud afin de contourner la bulle anticyclonique sans vent. Les nordistes, Groupe SNEF, Amaris, Crédit Mutuel sont sortis du peloton pour récupérer des vents forts générés par des dépressions. Et on est parti dans cette option nord avec nos petits camarades figaristes. Xavier et Pierre et Crédit Mutuel, voilà, on est bien entourés et on espère que ce sera payant dans un peu plus d'une semaine en Martinique. On est bien dans le nord ou on n'est pas bien? C'est mieux dans le nord, je crois. Ouais. Mais pour l'instant, on verra. On verra. Il fait un peu chaud dans le sud, quoi. C'est surtout ça? Ouais, bah là, il n'y a pas besoin de mettre le ventilo. Continue vers le sud. Nous, on est sur une route bien sud. On a vu que des copains ont choisi une route plus nord et on va voir si ça donne la route. Là, on est creuse les doigts. Alors que les nordistes ont retouché du vent et accélèrent nettement, les bateaux sautent dans une mer courte et c'est l'accident à bord d'Amaris en tête de l'option nord. J'ai fait un vilain vol plané à travers le bateau dans un planté là, dans le vent fort et Achille m'a retrouvé inconscient à l'avant. Donc on a quand même eu très peur. Donc je suis heureux de pouvoir profiter du soleil à la barre avec vous et de vous expliquer ce moment-là sans conséquence. Après 24 heures de convalescence dans sa bannette, la course repart pour Amaris. L'arrivée sur la Martinique se complique, avec une grosse zone sans vent qui se forme à l'est de l'île. Dans les routages, aucune des options ne prend l'avantage de manière franche, le suspense est total. Entre la route nord, après un passage de front pour Crédit Mutuel, Ça envoie du lourd, là. Ouais, bah on voulait du vent, on en a. une trace directe mais dans la zone sans vent pour Groupe SNEF. On vient de passer les 10 nœuds de vitesse du bateau et ça fait au moins 3 jours qu'on n'a pas passé ça. Et une trajectoire très sud, dans les alizés pour la Grande Pirelli. C'est la vitesse d'Ambrogio Beccaria et de Nicolas Andrieux qui fait la différence. À la Grande Pirelli est mené de main de maître. Il est le plus rapide à toutes les allures. Il remporte la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre dans la catégorie classe 40 en 18 jours et 12 heures. Ambrogio Beccaria s'affirme comme le patron de la catégorie après sa deuxième place de la Route du Rhum l'an passé. Et ça fait quelques heures qu'on sait que plus ou moins on allait la gagner, mais on s'interdisait complètement de le dire. Et du coup, c'est un poids énorme qui se libère. C'est très beau. Ouais. Crédit Mutuel termine deuxième de la deuxième manche, mais les 22 heures de pénalité de la première manche lui interdisent de jouer le général.
C'est Tamaris, d'Achille Nebou et Gilda Mahé, très émus par leur grosse frayeur, qui termine 3e de la deuxième manche et qui prend la 2e place du général avec 8 heures de retard sur le vainqueur. Alberto Bona et Pablo Santurde complètent le podium en temps cumulé avec 9 heures de retard sur le premier. Le dernier concurrent à franchir la ligne d'arrivée en IMOCA, c'est Lazare qui parvient enfin à la Martinique le 1er décembre, 13 jours après le vainqueur de la catégorie et surtout 8 heures avant la fermeture de la ligne pour clore une traversée épique. On a percuté un ovni, on a dû revenir au port, réparer, c'était pas sûr qu'on puisse repartir. C'est une histoire pas possible, c'est incroyable et c'est l'histoire qu'on a racontée avec Lazare. Et voilà, et un grand merci à Félix parce que c'était pas la régate que je lui avais promis. Tanguy Le Turquet et Félix de Navacelle ont une satisfaction supplémentaire, celle d'avoir rempli leur mission, apporter un caféier Arabica Robusta à Fort-de-France. Il a perdu que 2 feuilles. Petit à petit, il est devenu partie prenante de l'équipage et on en prenait soin. Et c'est pour ça qu'il arrive, je pense, en état et il a quand même hâte d'être planté, je pense. Enfin, dernier bateau en mer, c'est le Classe 40 Martinique-Chalian qui rallie Fort-de-France le 2 décembre. Une grande première avec l'équipage martiniquais de Jean-Yves Aglaé et Hervé Jean-Marie qui bouclent ainsi leur première transatlantique. Une belle histoire de persévérance pour clore une édition anniversaire réussie. Cette édition était très particulière puisque c'était notre 30e anniversaire et je crois qu'on l'a bien célébré à la fois au départ et à l'arrivée. Un village avec un engouement populaire extraordinaire, plus de 600 000 visiteurs. On a sportivement une magnifique édition, des options très tranchées, une course au large très ouverte, comme on n'a pas eu depuis longtemps, des beaux vainqueurs, et puis une organisation qui a su faire preuve de beaucoup d'adaptabilité et de résilience pour surmonter toutes les difficultés qu'elle a eues et à l'arrivée pour faire une très très belle course. La prochaine édition de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre aura lieu en 2025.